Bonsoir, on est en ondes pour la 23e saison de Nathan Barre, la première pour l'édition automnale. Je suis assez contente d'être là. On parle de plein de choses ce soir. C'est vraiment un méli-mélo de sujets. On va rencontrer une maman que vous connaissiez. Si vous écoutiez l'émission il y a quelques années déjà, Julie Benoît, qui est experte en développement de l'enfance, mais aussi elle a une petite fille, Laurence, qui a des difficultés, mais vous allez voir comment ils entament cette situation-là. Et c'est un petit bijou d'amour. Vous allez la rencontrer plus tard. Pas sa maman. Vous allez rencontrer sa maman. Et tout de suite, j'ai Marcel, qui est un habitué de l'émission, Marcel Brault, mais son fils est là, David, pour sa première, en primeur. David, comment ça va? Ça va bien, toi? Bienvenue à l'émission. Bien, merci pour l'invitation. Je suis tellement contente de te rencontrer parce que c'est ma première fois que je te rencontre officiellement. Mais tu sais que j'ai souvent passé du temps avec ton père. Oui, exactement. Je pense, Nathalie, que tu m'as rencontré quand j'étais enfant, mais tu as juste oublié. T'avais quel âge à peu près? Sûrement autour de 10 ans, 11 ans, là, Tu quand t'en mon père rappelles, faisait. t'étais venu? Bien, je me rappelle de toi, mais je pense que toi, tu te rappelles pas de moi. Mais t'as changé. Parce Il y a qu'on parle de 20 oui. ans plus tard. Exactement, c'est ça. 20 Et, ans et- plus tard. et quand je faisais l'émission, Nathalie, c'était Jean-Philippe Dauzois qui était le producteur à ce moment-là. Tu dois te rappeler de Jean-Philippe. Oui, très Et bien. il était très gentil, toute la gang, Jean-Philippe, y compris naturellement. Il prenait les enfants et les emmenait dans la régie, faisait faire des décomptes. Oui. Puis à la caméra, tout ça, Anthony a fait de la caméra avec Charles, justement, un peu plus tard. Fait que les enfants se rappellent de quand j'étais... Ils ont un attachement avec Rogers. Ben, on a tous, hein? On Oui. a un attachement avec... Ben, c'est pour ça qu'on continue Oui. à faire ça. Oui. Ce soir, Marcel, plus tard, tu vas nous parler de la situation qui se passe avec les relations Canada et avec l'Inde. Oui. On va revenir là-dessus. Oui. Mais tout de suite, on voulait parler des sénateurs d'Ottawa parce que c'est chaud en ce moment. Bon, vas-y, je te laisse me parler, là, justement. Qu'est-ce qui t'intrigue en ce moment? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Ou qu'est-ce qui t'intéresse à ce sujet-là en ce moment? Oui, bien, tu viens de le dire, là, c'est chaud. C'est l'histoire vraiment du nouveau propriétaire qui devrait être annoncé ou présenté aux médias d'ici vendredi cette semaine. Donc, ça s'en vient vraiment. Il y a tout le temps des délais, donc je ne ferai pas de promesses. Ça se pourrait que ce soit la semaine prochaine. Mais c'est un gros changement parce que, évidemment, ça fait depuis 2003 qu'Eugène Melnyk est propriétaire des Sénateurs. Il est décédé l'année passée. Et puis, c'est ses deux filles qui ont hérité de l'équipe, Anna et Olivia Melnyk, qui sont au début de leur vingtaine. Donc, vraiment, eux autres n'étaient pas prêtes. Là. Ils sont à l'université, donc ils n'étaient pas prêts à Ils ont quel assumer. âge? Ils ont à peu près 20 ans, 22 ans, là, je ne suis pas certain. Mais c'est ça. Donc, ils ont décidé de mettre l'équipe en vente. On comprend On avait ça. annoncé ça assez tôt, hein, dans le transfert, là, que ça allait aller, qu'il allait vendre l'équipe. Exactement, donc en novembre passé. Et là, ça, ce que ça a fait, c'est que ça a créé un très gros engouement pour les sénateurs. Il y a eu énormément d'intérêt. Un peu, je ne veux pas dire contre toute attente, mais on pensait que les sénateurs allaient se vendre autour de 500-600 millions. Mais finalement, ils sont vendus à 950 millions, presque le double. Ça a Pourquoi vraiment... penses-tu? Honnêtement, je pense que c'est difficile à comprendre parce que personne n'a prévu ça, mais c'est la rareté des franchises sportives. C'est tellement rare qu'une franchise sportive est disponible que quand que ça arrive, bien, les milliardaires se font un petit peu la guerre pour essayer de savoir qui va l'avoir. Donc, je ne sais pas si tu as suivi ça, là, mais Ryan Reynolds qui a démontré de l'intérêt, qui a fait une offre, The Rock, The Weeknd, Snoop Dogg, même les Dragons de Dragon's Den. Donc, c'était vraiment là, toute une saga, là, cette vente-là. Mais finalement, c'est Michael Andlauer qui a remporté le palmarès, là, si je peux dire ça comme ça. Et lui, en fait, c'est une figure qui est pas vraiment connue, ou moins connue que les autres, devrais-je dire. Mais c'est un homme de hockey, ce gars-là. Est-ce que c'est un local d'Ottawa? Non, hein? Je pense pas. Je pense qu'il vient de Toronto. OK. Est-ce qu'il est déjà... il est intéressé par le hockey, hein? Oui, il a un absolument, passé dans oui. le hockey, hein? Parce qu'il n'était pas avec les Canadiens de Montréal, justement? Il était propriétaire à 10 du Canadien de Montréal. Donc ça, c'est des parts qu'il va devoir vendre pour être propriétaire des Sénateurs. Il n'y aura pas le choix pour éviter un conflit d'intérêts. Mais comme j'ai dit, c'est un homme de hockey. Donc c'est quelqu'un qui vient à Ottawa pour gagner. C'est pas quelqu'un qui vient juste pour la business du sport, évidemment, qui est là pour ça. Mais je pense qu'il connaît bien les joueurs, il connaît le hockey. Il vient vraiment pour essayer de ramener une Coupe Stanley à Ottawa. Donc, on se croise les doigts, on verra. Là, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de controverses par rapport au contrat
des joueurs, si on veut aller chercher sur un plus grand budget, si on veut aller chercher les meilleurs joueurs, par exemple? Je pense que Pinto, c'est la grosse controverse en ce moment. Oui, j'appellerais peut-être pas ça une controverse. En fait, c'est quelque chose qui est nouveau à Ottawa. Donc, à Ottawa, depuis presque toute l'ère de Jane Melnyk, c'était une équipe qui dépensait au plancher salarial. Ça, ce que ça veut dire, c'est que l'équipe dépensait le minimum de fonds qui était nécessaire pour les joueurs. Donc, on avait toujours le maximum d'espace pour aller chercher des joueurs, mais l'équipe n'était pas très compétitive, donc c'était difficile d'aller chercher des joueurs autonomes. Ce qui arrive avec Pinto, c'est que Michael Andlauer, pour la première fois depuis une grosse décennie, les Sénateurs vont être une équipe de plafond salarial. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils dépensent le maximum d'argent qui est attribuable pour les joueurs. Et il ne reste plus d'espace pour Shane Pinto. C'est la première fois depuis que moi, je regarde les Sénateurs depuis 2004. C'est la première fois que je vois ça, qu'on veut signer un joueur qui veut rester à Ottawa. Est-ce qu'on a signé d'autres joueurs trop vite? Qu'est-ce qui... Potentiellement, mais en même temps, l'équipe ont réussi finalement à attirer des joueurs autonomes. Claude Giroux, Vladimir Tarasenko, qui sont deux gros noms dans le hockey, sont venus à Ottawa. Ils auraient pu signer avec n'importe quelle autre équipe. Ils ont choisi de venir à Ottawa. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas vraiment dans les dernières années. Donc, c'est positif, mais le négatif là-dedans, c'est que ça va être compliqué de signer Shane Pinto, qui est un troisième centre très prometteur. Qu'on veut garder. Moi, ce que je me demande, si je peux me permettre, là, Nathalie, c'est l'aréna qui m'intrigue beaucoup. Parce que ça fait longtemps qu'on parle des Plaines de Breton. Puis là, ça a l'air que peut-être Mark Sutcliffe, il n'est pas aussi intéressé que ça se fasse là. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Hein? Bon, on va déménager, hein, parce qu'on ne vend pas assez de billets où est-ce que c'est situé. Alors, c'est ça, c'est ça rien autour. C'est vide, hein? Restaurant, là, mais c'est pas assez central. Mais pourquoi les Plaines de Breton, ça me semblait être déjà décidé. C'était pas un fait accompli qu'on allait construire là? Non, en fait, ça n'a jamais vraiment été un fait accompli. Ça fait longtemps qu'il y a de l'intérêt parce qu'évidemment... Il y a des redessins. Exactement. Ça a été compliqué avec le dernier propriétaire. Honnêtement, c'est tombé à l'eau. Maintenant, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec Michael Andlauer. Nouvelle vision, peut-être. Exactement. Et c'est ce qu'on espère qu'on va voir un petit peu d'ici la fin de la semaine. On espère, encore une fois, qu'il va être annoncé. Pas de pression. Non, exactement. mais les Plaines de Breton, c'est pas écarté quand même. C'est pas écarté. Et ce que j'allais dire, c'est que, mec, que Michael Andlauer rencontre les médias, il devrait potentiellement démontrer un petit peu, qu'est-ce que lui veut faire avec l'aréna. Peut-être que lui va dire, écoute, je viens de dépenser 950 millions pour le club de hockey, je dépense pas un autre milliard pour un aréna, on revisite ça dans 10 ans. Peut-être qu'il va dire, moi, je veux faire un grand coup en arrivant à Ottawa, et je veux changer l'aréna. Moi, c'est les Plaines de Breton qui m'intéressent. Oui, c'est un site potentiel, mais il y a le défaut d'être petit. Donc... C'est le stationnement, je pense, qui pourrait peut-être poser des problèmes, entre autres, hein, parce que c'est pas c'est ça, hein? C'est pas assez grand. Et ça va prendre quoi, 10 ans à construire? En tout cas, il va falloir peut-être démolir, même si on construit ailleurs. Exactement. Donc, oui, il y a l'idée de peut-être construire une aréna encore plus centrale. Je ne sais pas trop ce qui est plus central que les Plaines de Breton, mais on parle potentiellement en face presque du Palais des Congrès ou dans ce coin-là. Tellement intéressant. C'est à suivre. Puis aussi, un premier match qui va commencer en octobre. On va suivre ça. Merci beaucoup d'avoir été là pour ta première chronique. Merci. Restez là après la pause avec Marcel Brault et on parle Canada, Inde et les relations, tout ce qui se passe. Yes! Ah, mon Dieu, c'est tu là. On vient de parler des sénateurs. Au niveau local, ça, c'est super intéressant. Au niveau local aussi, le Parlement, ça brûle. En ce moment, pas le feu, mais les nouvelles sont... Oui. Et ça, il y a un impact quand même dans les médias au niveau, à l'international. Oui. Très important de mettre le point. Oui. Le Canada et les Indes et l'Inde, qu'est-ce qui se passe? Bien, écoute, je vais te remettre en contexte. Il y a à peine quelques jours, on va dire, le 9, le 10 septembre, réunion du G20. Oui. Trudeau est en voyage. Je suis certain que tu te rappelles que Trudeau a déjà visité l'Inde et que ça n'avait pas très bien passé. Ses visites en Inde, voilà. Etc., oui. Ah, tu t'en souviens? Ah, puis oui. il y avait des photos. Puis ça a été souvent... on lui a reproché de ne pas avoir adopté l'attitude qu'un premier ministre. Les gens disaient, écoute, là, c'est pas un déguisement, eux, c'est leur façon de s'habiller. Ça a été très mal perçu en Inde. Donc, l'Inde, les Indiens n'ont pas nécessairement une opinion
très positive de notre premier ministre. Et ça, il faut se le dire. Contre toute attente, cette semaine, en fait, il y a 2 jours, Justin Trudeau arrive et nous lance, voici une nouvelle. Moi, je suis tombé un petit peu en bas de ma chaise. Le 18 juin, on va retourner un petit peu en arrière, il y a eu un assassinat d'un certain Radip Smith. Et puis, bon, les gens, évidemment, se doutaient que cet assassinat-là, c'était un assassinat politique. Ce qu'on voit pas beaucoup au Canada. On voit ça en Europe. Hein. Tu sais, par exemple, Vladimir Poutine va faire tuer ses opposants qui se réfugient dans certains pays pour être capable de survivre, parce qu'on sait très bien qu'il fuit le régime, hein, le régime de Poutine. Maintenant, nous, au Canada, on n'a pas beaucoup de réfugiés politiques. On n'a pas ça souvent. Sont actifs. Qui sont actifs. Ouais. Alors, lui, faut se rappeler que c'est quelqu'un qui, premièrement, en Inde, il est né en Inde, cet individu-là, et en 1977, dans une région qui veut faire sécession, c'est-à-dire qui voudrait se séparer. Je vais te remettre un petit peu dans le contexte. Cette région-là, qui s'appelle le Pendjab, c'est un peu une région qui appartient à la fois au Pakistan, le voisin de l'Inde, et l'Inde. Elle a été divisée en 2. Donc, une partie du côté du Pakistan, une partie du côté de l'Inde, mais cette région-là n'appartient pas, dans le fond, à ni l'un ni à l'autre, parce qu'on est d'une religion différente. Des 2. Des 2. Okay. Alors, le Pakistan est beaucoup plus musulman, concentration musulmane. L'Inde est à concentration hindoue. Oui. Alors, c'est clair que cette région-là, qui a aussi son propre dialecte, ne se sent pas, veut pas faire partie de l'Inde. Ça a été forcé. On parle des Sikhs. Des Sikhs. C'est ça. Alors, tu sais, pour te situer, bon, le turban, j'ai fait un petit peu de recherche aussi parce que ça m'intéressait. Je me disais, il porte une barbe. Pourquoi qu'il porte une barbe? Entre autres, c'est parce qu'il considère que le Créateur les a fait parfaits puis qu'on n'a pas à se changer d'aucune façon. On doit se garder telle qu'elle. La religion sikh aussi, c'est une religion qui est très différente de la religion hindouiste parce qu'ils n'ont qu'un seul Dieu, qui est très différent de la religion hindoue. Généralement, ils ont plusieurs dieux. Bon. Et ils s'appellent tous Singh, et nous, on en connaît un qui est très célèbre au Canada. Jasmine. Ben oui, voilà. Et qui, évidemment, est très intéressé par ce qui s'est passé. Donc, je retourne un petit peu en arrière. Cet individu-là qui vit au Punjab veut faire... bon, un petit peu là, du militantisme pour donner à cette région-là son autonomie. Je vais faire un lien avec le Québec, là. Il est considéré des terroristes. Ah oui, il est considéré terroriste. Oui. Je fais un lien tout de suite avec le Québec. Oui. Au Québec, bien sûr que ça fait longtemps que le Québec songe à faire une séparation. Ça se fait évidemment dans la douceur comparativement à ce qui se passe en Inde. Mais on se rappelle quand même que chez nous, il y a eu le FLQ. Oui. Hein, il y a eu quand même... L'intention de révolution. Et voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a déménagé ses pénates au Canada. Il est allé s'établir à Vancouver, dans la région de Vancouver. Et puis, il est arrivé avec un faux passeport. Bon, alors, le gouvernement canadien était un petit peu frileux avec cet individu-là. Hein? Ça, faut le dire là, dans les faits. Et il s'est marié avec une Canadienne on soupçonnait que c'était un mariage qui était un peu frauduleux aussi pour avoir la citoyenneté canadienne. C'est plus facile une fois qu'on est marié avec une Canadienne. Bon. Finalement, il a quand même obtenu sa citoyenneté. Il a été à la tête d'une église sikh dans la région de Vancouver, Surrey, qui est juste à côté de Vancouver. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il s'est fait tuer. Avant que je te parle de l'assassinat comme tel, évidemment qu'il fallait qu'il fasse sa vie, donc il a ouvert une entreprise de plomberie et puis il continuait aussi à faire des activités séparatistes qui étaient perçues par l'Inde comme étant terroristes. Donc, on le soupçonnait en Inde de vivre au Canada, mais d'avoir des ficelles avec l'Inde et entre autres... Et ça fait longtemps que et c'est ça un fait point longtemps, de hein? contention. Oui. Il y a eu effectivement au Punjab un attentat terroriste en 2005. On a soupçonné que c'était lui qui était derrière ça. Donc, il était sur une liste noire en Inde. Il était recherché. Le Canada, évidemment, était très conscient du danger d'avoir un citoyen comme lui, hein, parce que ça devient une cible. Avec preuve? Est-ce que c'était avec preuve? De ce que je viens de te dire là,
Oui, mais pas entièrement. L'attentat terroriste, on n'a pas des preuves, nous, au Canada, comme quoi qu'il était derrière ça. L'Inde dit en avoir. Nous, on ne les a pas. Donc, le 18 juin, il est dans son camion et puis deux individus masqués arrivent, lui tirent et puis il décède, évidemment. Et là, tout de suite, on fait une enquête criminelle. C'est un meurtre au premier degré qui a été prémédité. Et là, le gouvernement Trudeau sait très bien qui il est. Nous, toi et moi, là, et monsieur, madame, tout le monde, on ne le connaît pas, puis on ne sait pas tout le passé que je viens de te raconter, mais on est sur un pied d'alerte. On sait très bien que cet individu-là était recherché par le gouvernement indien et que... Et le gouvernement canadien le savait, ça. Et que le gouvernement canadien en était pleinement conscient. Et Trudeau s'en allait en Inde, le 9 et le 10, à New Delhi pour le G20, qui était juste après. Donc, on peut supposer qu'à porte close, il y a eu avec le premier ministre de l'Inde une rencontre avec le premier ministre Trudeau et qui a probablement dit, écoutez, on est très conscient que vous recherchez cet individu-là, on vous soupçonne d'avoir téléguidé l'assassinat chez nous. Et si c'est vrai, c'est très grave. Et si c'est vrai, c'est très grave. Parce que là, on parle de la souveraineté du Canada. Ça veut dire que c'est un Canadien, il ne faut pas l'oublier maintenant. Non, c'est ça. C'est ça. Qui se fait assassiner par des gens qui, de New Delhi, du gouvernement indien, qui s'en viennent chez nous, qui s'en viennent l'assassiner. On parle de quelque chose qui Donc, est si c'est très vrai, délicat. c'est très grave, mais si c'est pas vrai, on n'a pas nécessairement Voilà vu le la problème. preuve encore. C'est Voilà. une accusation très grave. Donc, Ça devient des allégations. des allégations, c'est ça. Des allégations, c'est des suppositions. On pense que c'est toi qui as fait le meurtre, on pense que c'est toi qui l'as téléguidé, des choses comme ça. Est-ce qu'on a des preuves de ça? Réponse, non. Mais on s'imagine bien que la GRC, qui a dû faire une enquête et puis qui est arrivé avec son dossier, Justin Trudeau en a pris connaissance, puis il n'est sûrement pas arrivé il y a 2 jours puis dit « Ah, ben garde, je vais l'annoncer, que les preuves soient suffisantes ou non. » Non, avant d'annoncer ça, il fallait que les preuves soient accablantes et suffisantes, et il avait dû vérifier ça de lui-même, de son propre chef, lors de sa rencontre à New Delhi le 9 et le 10 septembre. Maintenant, est-ce qu'on en sait plus depuis 2 jours? Non. Est-ce qu'on sait exactement pourquoi qu'il en est arrivé à cette conclusion-là? Non. Et là, tu peux comprendre tout de suite que les autres pays ont été consultés. Trudeau n'a pas juste parlé au premier ministre de l'Inde, il a dû parler aussi à tous les autres chefs d'État qu'il a dû rencontrer. Dans cette courte période-là? Bien, probablement, parce que tu ne fais pas une annonce comme ça sans prévenir tes alliés. Parce que l'Inde, c'est un gros morceau. C'est le pays le plus populeux de la planète maintenant. C'est plus la Chine. C'est une démocratie stratégique. C'est une démocratie stratégique. Un partenaire d'échange. Bien voilà, il y a un marché incroyable. Ouais. Et le Canada, les États-Unis, l'Europe a louche sur l'Inde. Pourquoi? Parce que la Chine, qui est devenue un gouvernement autocratique, qui n'est pas démocratique, donc, mais qu'est-ce qu'on se dit? C'est une bonne solution de rechange, l'Inde. On va avoir des relations beaucoup plus cordiales. Ils en ont eu avec les Britanniques qui ne se sont pas toujours bien terminés en 1947. Hein. C'est là que, justement, il y a eu la division que je te parlais tantôt entre le Pakistan et l'Inde. Ça a fait des mécontents, c'est vrai, mais on a essayé de se rapprocher avec l'Inde parce qu'on voit très bien que les relations avec la Chine, ça ne va pas bien. Hein? Tu te rappelles du ballon aux États-Unis, tu te rappelles de l'ingérence chinoise, nous au Canada. Donc, tu te rappelles peut-être que Trudeau aussi, à sa dernière rencontre, il y a 1 an, avait apostrophé Xi Jinping, pas en pleine réunion, mais dans les corridors. On l'avait vu à la télé, ça va pas bien. Ça roule très carré avec la Chine. Donc, l'Inde, c'était pas juste une solution de rechange, mais c'était un marché absolument incroyable. Tu sais qu'on a des entreprises canadiennes en Inde et que l'Inde en a évidemment chez nous. C'est à peu près un des 8 ou 9e partenaires en termes d'importance. Et aussi les étudiants internationaux. Bon, et voilà. Au Canada, beaucoup d'étudiants. Savais-tu que 40 de nos étudiants étrangers viennent de l'Inde? Oui. Puis là, ils sont en train de dire, l'Inde a annoncé aujourd'hui à leurs citoyens de ne pas venir au Canada. Bien, voilà. Oui. Alors, avant d'annoncer ça, j'ai quasiment le goût de te poser la question, Nathalie. Est-ce que Justin Trudeau, pourquoi tu penses qu'il nous a annoncé ça avec pas de preuves? C'est quoi ton impression, toi? Bien, lui, il doit avoir une preuve
qui Oui, n'a ah oui, oui. pas partagé encore. Donc, je Oui. ne peux pas m'imaginer qu'il aurait dit quelque chose comme Non. ça sans avoir une preuve. Donc, il doit avoir une preuve importante. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas, du moins, on ne le sait pas en tant que public, là, eu une confirmation Voilà. de ses alliés. Voilà. Parce que c'est le langage, hein? Les alliés sont en train de dire on appuie l'investigation. Oui. Mais ils ne sont pas en train de dire on appuie le Canada. Voilà. Donc, ça, c'est C'est un gros manquement. problème pour nous. Oui, c'est un gros problème. Ben oui, puis Pierre Poilievre a réagi un peu comme tu l'as dit. Ah oui, C'est-à-dire, j'ai pas entendu t'as pas sa- entendu ses sa réaction. Il a remarques. dit, Non, moi, j'ai- j'appuie définitivement le gouvernement là, parce qu'on des assassinats politiques au Canada. On peut pas, C'est complètement inacceptable. c'est ça, exactement. C'est clair Oui. que c'est un assassinat politique, là, dans le sens que cet homme-là s'est fait tuer un peu comme dans des circonstances où est-ce que c'est que justement on veut se débarrasser d'un ennemi, quand Oui. je parle par rapport à l'Inde. Maintenant, d'arriver et de dire, voici, le gouvernement de l'Inde est derrière ça. Ça te prend des grosses preuves et ça te prend de l'appui des autres chefs d'État derrière toi. Donc, on attend et Trudeau, on dirait, ne nous donne pas grand-chose dans notre assiette. Il a comme dit tout récemment, je pense, c'est pas si c'est aujourd'hui ou hier, en tout cas, je sais pas quand c'était exactement, là, mais il a comme dit, j'essaie pas de provoquer. Il y a comme eu comme un... Puis je pense, tu sais, donc, quelle aurait été la meilleure stratégie? De pas le dire, de le dire, tu laisses ça traîner, tu le dis pas, là, ça revient une affaire d'interférence comme la Chine. Non, mais c'est pas la même chose, mais tu sais, on dirait, comment est-ce qu'il peut... Ben c'est très difficile. moi, je pense que, si je peux me permettre là, Oui. de commenter, je pense qu'il a fait l'erreur suivante, c'est-à-dire qu'il s'est dit, ça ne sera pas comme l'ingérence chinoise ou ce sont les médias qui ont appris ça aux Canadiens. va être moi. Ça va être moi. Ouais. Et là, en le mettant sur la table, tout le monde s'est dit quoi? Et là, on pose des questions. Et là, on n'a pas de réponse. Trop tôt. Ben moi, Et aussi oui. le langage utilisé. Voilà, oui. Et il faut mettre des gants blancs. Hein. Quand on parle d'assassinat politique, puis on accuse un gouvernement, parce que c'est une chose de dire qu'il a été tué parce qu'il était vu comme un terroriste en Inde. Ça, c'est une chose. Ça, on pouvait se le permettre peut-être. Mais d'aller dire que le gouvernement a commandé l'assassinat, c'est une grosse accusation. Alors, on n'est pas surpris de la réaction de l'Inde. Ben non. Et on n'est pas surpris de la réaction Non. des Alliés. Ça va être intéressant de voir. Ça va être à suivre. Et à hein? suivre. Oui. C'est en développement. C'est une saga qui commence. Ça commence. C'est une oui. saga, puis il faut faire attention au sens que nous devons faire, nous, premièrement, comme Canadiens, à nos relations. L'annoncer, c'est une chose. L'annoncer comme il faut, c'en est une autre également. On va voir si le temps donne raison à Trudeau. Peut-être qu'on va se dire, oui, peut-être qu'il a des bien fait. informations Oui, qu'on puis, sait pas, c'est ça. puis on souhaite aussi qu'il les partage, ces informations-là. Jusqu'à maintenant, ni le chef du NPD, du conservateur Bloc québécois ne savent toujours rien. C'est ça qui m'inquiète. C'est fascinant, tout l'aspect diplomatique Oui. qui se passe. Merci beaucoup, Ben, Marcel, de d'avoir rien. été là. Restez là après la poche avec Julie Benoît. Ne manquez pas ça. OK. J'ai Julie Benoît ce soir avec moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur le plateau. Bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Ça doit faire 5 ans, 4 ans? Oui. Avant la En pandémie. fait, la dernière fois, je suis venue, j'étais enceinte de mon dernier, puis mon dernier va avoir 7 ans. Fait que, Déjà? Oui. C'est vrai. Tu étais enceinte. J'étais enceinte de mon dernier, oui. Donc là, OK, ta première a 9 ans Il maintenant va avoir 9 ans en avril, oui. et ton deuxième 7 ans. Oui, il va avoir 7 ans en octobre. Donc, t'es maman. On a commencé à faire des chroniques ensemble avant que tu étais maman. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, tu étais experte Oui, dans le développement des enfants, Oui. mais tu n'avais pas encore des enfants. exact. Comment est-ce que ce processus d'être maman et d'avoir des enfants a influencé ton expertise? Je suis vraiment curieuse. Bien, c'est sûr que tu réfléchis différemment parce que quand tu n'as pas d'enfant, tu as plus un rôle d'expert. C'est plus facile de tuer sur la théorie, sur ton expérience de travail aussi, parce que je veux dire, j'avais pas mes enfants à moi, mais j'avais quand même une expertise puis une expérience assez de longues années avec les enfants. Donc, tu sais, je me fiais beaucoup sur mon expérience vécue avec les enfants des autres. Mais quand c'est les tiens, ta perspective change. Elle n'est pas du tout pareille. Puis après ça, puis je l'ai dit souvent, j'aurais
pas donner les mêmes conseils aux parents dans certaines situations. As-tu un exemple? Parce que là, je suis maman maintenant. Quand je te recevais dans le temps, je n'étais pas maman. Ouais. Non plus. Bien, tu sais, je regarde ma fille, là. Ma fille, on va en parler aujourd'hui, là. Elle a un diagnostic. Puis je me rappelle souvent d'avoir encouragé des parents à aller chercher des diagnostics, puis à pousser pour aller chercher des diagnostics. Je donnerais le même conseil, mais je préparerais mieux les parents à ce qui les attend dans le processus diagnostic. Je le savais en tant que professionnelle, mais quand tu le vis en tant que maman, c'est tout un labyrinthe dans lequel tu es projeté parce que tu es vraiment lancé d'un professionnel à l'autre. Ils cherchent, ils ne savent pas, tu es sur une liste d'attente. Alors, je pense que je ne comprenais pas l'ampleur de dire à un parent écoute, c'est important que tu ailles chercher des services, sans me rendre compte que ce parent-là serait peut-être 2 ans sans service, tu sais. Ça peut prendre 2 ans. Oui, oui, tout à fait. OK, on va rencontrer Laurence. Oui. OK? Oui. Je vais juste vérifier avec mon réalisateur. Est-ce qu'on peut montrer la vidéo? Excellent. OK, on va rencontrer Laurence. Mon nom est Laurent, 8 ans, en 8. Quand elle a été diagnostiquée avec une surdité, on ne l'a pas vu venir. Parce que Laurence avait appris à lire sur les lèvres, ce qui faisait en sorte que quand on lui donnait des consignes, on lui disait de faire quelque chose, elle le faisait. Puis c'est là que je me suis rendu compte, wow, c'est impressionnant comment elle s'est adaptée dans un monde d'entendants. Donc, je te dirais que ce qui me surprend le plus d'elle, c'est ça. C'est sa capacité d'adaptation, sa résilience. Laurence a une surdité, mais elle a aussi le syndrome KBG, qui est une anomalie sur un de ses gènes et ça l'entraîne une série de défis sur plein de plans au niveau de son développement. Puis elle a été suivie par 18 spécialistes, puis à chaque fois qu'on voit un spécialiste, Laurence, les gens me disent, si tous nos patients étaient comme elle, on serait choyés. Donc, moi, ça me dit que ma fille a une grande capacité d'adaptation. C'est impressionnant, vraiment. Surdité, souvent, les gens ont tendance à dire « Ah, c'est un sourd-muet », mais c'est pas vrai. Parce que les personnes sourdes ont accès à une langue qui est la LSQ, donc ça fait en sorte qu'ils sont capables de communiquer. Donc, on ne dit plus ça. La surdité, c'est un handicap invisible et j'aimerais ça que les gens sachent que quand on a une personne sourde ou malentendante devant nous, on ne devrait pas dire « Ah, je vais parler plus fort ». Ou « Ah, ben si on met des appareils à l'enfant, elle va tout entendre. » Non, c'est pas vrai. Laurence est malentendante. Les sons qu'elle n'entend pas, elle n'entendra jamais. Donc, ces appareils, ce que ça fait, c'est que ça rehausse les sons de l'environnement, mais les sons qu'elle n'entend pas, même avec ces appareils, elle ne les entendra pas. Mais ce qui est important à savoir avec la LSQ, c'est que c'est pas un langage. Donc souvent, les gens vont dire « Ah, le langage des sourds ». Non, c'est une langue. C'est une langue qui est reconnue, tout comme l'anglais, le français. Il y a plein d'outils qui existent pour apprendre quelques petits mots, hein, quelques petits mots en LSQ.
Donc, je dirais aux gens de ne pas avoir peur d'apprendre quelques mots au moins pour communiquer, dire bonjour, merci, bonne journée aux personnes sourdes. Ça va leur faire plaisir. Laurence, là, quand j'ai appris qu'elle avait une surdité, j'ai voulu trouver une façon de communiquer avec elle. Donc, j'ai suivi des cours de l'SQ, son éducatrice aussi, suivait des cours de l'SQ avec moi pour qu'on puisse communiquer avec elle. Puis aujourd'hui, c'est Laurence qui m'enseigne la LSQ. Parce que là, elle va dans une école spécialisée pour enfants qui ont une surdité. Elle parle en LSQ tous les jours avec ses enseignants, ses amis. Donc, ça m'a appris à devenir une co-apprenante avec ma fille. Moi, j'ai montré la base pour communiquer. Puis souvent, là, c'est moi qui vais lui dire, Laurence, comment on fait ça dans ce signe-là? Ah oui, c'est vrai. OK, puis là, on va le faire ensemble. Autant que certaines personnes verraient ça comme une malchance, pour nous, dans notre famille, sa surdité, ça a été vraiment un beau cadeau. Merci de nous partager ta fille. Bien, C'est un merci. plaisir de la rencontrer. Merci à Maya Scabar qui a réalisé ce beau documentaire dans le cadre d'un concours, puis en fait, dans le cadre d'un concours au MIFO. Puis ce documentaire-là a même été présenté à Montréal dans un festival, puis il a gagné le coup de cœur du jury, puis le coup de cœur du public. Puis en plus de ça, hier, il a été présenté en avant-première du documentaire de Suzanne Pinel au Centre des Arts Shankman. Fait que, tu sais, dans le fond, grâce à Maya, on fait rayonner la surdité, on fait rayonner ma fille, tu sais. Fait que merci à elle, dans le fond. C'était son initiative, puis... Oh oui, quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait, OK, non, faut qu'on... Tu sais, je te suis sur Facebook, puis je vois, tu sais, comment tes enfants grandissent et tout ça, mais je voulais vraiment en parler, là, parce que je pense que c'est vraiment un cadeau de la vie, non seulement ta petite fille, mais toi aussi, hein, en étant sa maman. Oui. On dirait qu'il y a une raison, là, pourquoi que vous êtes jumelés ensemble. Ben hein, oui, ça se c'est peut-tu? sûr. Ben oui. Donc, à quel âge est-ce que tu as commencé à voir qu'il y avait des signes, soit de surdité ou de développement? Bien, c'est sûr qu'il y a de la déformation professionnelle dans tout ça parce que c'est mon domaine d'expertise. Alors, moi, le développement de l'enfant, je le connais sur le bout des doigts. Dès que Laurence, puis ça, je l'ai dit à tout le monde, personne ne me croit, mais à partir du moment où Laurence, ils me l'ont mis sur moi quand j'ai accouché, tout de suite, j'ai eu une intuition. J'ai regardé ma fille, puis j'ai dit à mon chum, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Puis là, quand j'essaie de dire ça aux gens, c'est sûr, les gens disent, voyons donc, c'est un bébé naissant, tu sais, comme on se calme, là. Mais j'ai eu une intuition très forte quand Laurence est née, qu'il y avait quelque chose qui clochait. Puis là, au fil des mois, tu sais, on faisait le tummy time, on faisait, tu sais, tous les exercices de stimulation. Et je me suis aperçue rapidement, là, vers 4-5 mois, qu'il y avait déjà des retards au niveau du tonus musculaire. À 6 mois, elle était incapable de s'asseoir même dans le bumbo. Il y avait vraiment des défis au niveau moteur. Donc, tout de suite, moi, j'ai pas perdu de temps. Là. Tu sais, je veux dire, je suis dans le domaine, je sais comment c'est important d'intervenir tôt. Donc, rapidement, j'ai fait des demandes de services en physiothérapie, ergothérapie. Là, on était suivis. 14 mois, elle n'avait aucun langage, alors que vers 1 an, les enfants ont quand même un vocabulaire d'un minimum de 10 à 15 mots. Laurence avait 0 mots, puis... pas de son non plus? Avait des sons, mais c'était des sons vraiment comme « aba, 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 aba ». Donc, c'était juste ça, ces sons. Mais il semblait y avoir quand même une compréhension. Donc, à 14 mois, tout de suite, bon, j'ai contacté une orthophoniste que je connaissais. On a commencé. Puis c'est elle qui m'a dit, penses-tu que ça serait une bonne idée qu'on fasse évaluer Laurence pour une surdité? J'ai dit, voyons, une surdité. Mais non, Laurence n'a pas de surdité. Et, écoute, je lui parle, je lui dis, Laurence, donne-moi ça. Puis son langage réceptif est super. Tu sais, c'était vraiment au niveau du langage expressif. Mais au niveau de la compréhension du langage, ça allait bien. Je lui disais, donne-moi ci, donne-moi ça, puis donne-moi la balle. Ou, tu sais, elle faisait ce que je lui demandais, donc je me disais, elle entend. Mais elle dit, écoute, elle dit, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais on va éliminer cette source-là. Je dis, OK, on fait un test en audiologie. Ça revient, surdité. Bien, en fait, elle est malentendante, donc elle a comme un niveau
C'est comme si elle entendait comme, tu sais, quand tu te bouches les oreilles comme ça, c'est comme ça qu'elle entend, comme quand on est en dessous de l'eau. Donc, tu sais. certains sons, j'imagine, ne sortent pas, là. Non, c'est ça, Ouais. exactement. Donc, il y a des sons qu'elle n'entendait pas bien, ce qui expliquait en grande partie ses retards de langage, ses difficultés de parole. Puis là, quand tu parlais, tu as dit un acronyme pendant le petit film de sa condition. KBG. KBG. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça a été toute qu'une bataille parce que il y avait plein de choses qui clochaient au niveau de son développement. Il y avait des retards moteurs, retards de langage, puis elle avait une malformation de la tête aussi, Laurence. Elle avait comme une tête un peu triangulaire. Il y avait vraiment des choses qui nous étaient inquiétantes. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ça se peut pas qu'il y ait autant de diagnostics. Il faut qu'il y ait un dénominateur commun. Et là, à un moment donné, je rencontre un neurologue, il me dit, possiblement qu'il y aurait peut-être quelque chose de génétique ou chromosomique. Puis là, j'ai allumé. J'ai dit, ben oui, mais c'est sûr. Mais là, essayer de trouver un médecin spécialiste qui est capable de te référer pour un test génétique, c'est très difficile parce que ce sont des tests qui coûtent des milliers de dollars, qui sont payés par la province. Alors, pour qu'on puisse avoir accès à ces tests-là, il faut vraiment prouver, hors de tout doute, qu'il n'y a pas d'autre chose qui explique les anomalies de l'enfant. Alors, ça a été un processus qui était assez long. J'ai poussé. Finalement, soit qu'ils me trouvaient fatigante ou que j'ai tombé sur un médecin sympathique. Mais ils m'ont finalement référé en génétique. Donc, ils ont fait le test à moi, mon conjoint, la petite. Combien de temps du moment où tu as décidé ou déterminé qu'un test génétique était nécessaire au moment où le test a eu lieu? Ah, ça l'a pris presque 1 an. Ça a été long. Mais là, c'est malade. Ça a Tout été ce long. temps-là, tu aurais pu Ouais. évoquer les bons services. Oui, c'est ça. OK. Donc là, après les tests génétiques, la généticienne m'avait dit, écoute, il y a 3 choix. Ça revient, on ne le sait pas. Ça revient, c'est quelque chose, mais qu'on n'a pas encore découvert parce qu'on a des milliers de gènes, mais on en connaît 22 000, ou que c'est une condition connue. Alors, c'est revenu. Je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était le 8 janvier à 12h08. Ou à 12h04. En tout cas, j'ai reçu Elle avait quel l'appel. âge? 2 ans, elle allait avoir 3 ans au mois d'avril. Et là, la généticienne m'a dit, on a un diagnostic. Je dis, ah oui, c'est quoi? Elle dit, syndrome KBG. J'ai dit, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Puis moi, j'en connais des anomalies, puis en tout cas. Je vais t'arrêter là Oui. parce qu'on part pour une pause. Ah, OK. OK? On va se quitter pour une pause. Oui. Puis au retour de la pause, on va repartir de là. Parfait. Hein? On va repartir. Il est le 8 janvier, le diagnostic. Parfait. OK? Restez là. Imaginez là. Vous êtes maman, vous êtes papa, vous attendez pendant 1 an pour un test, vous avez un diagnostic et là, vous avez l'information. Et là, il faut tout décortiquer et vraiment vivre dans une nouvelle réalité et bien appuyer son enfant. On en parle avec Julie après ceci. Avec Julie Benoît et on parle de son expérience avec sa petite fille Laurence, qui a maintenant presque 9 ans, il faut dire. Mais à l'âge de 2 ans, presque 3 ans, en janvier, tu reçois un diagnostic. Oui. On était rendu là. Oui, puis la généticienne me dit, ça s'appelle le syndrome KBG. J'ai dit, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Elle dit, moi non plus. Elle dit, c'est extrêmement rare. Elle dit, il y a à peu près 300 personnes dans le monde entier qui ont ce diagnostic-là. Alors, elle m'a dit, écoute, toi, tu vas devenir la spécialiste du KBG en découvrant ta fille. Puis elle m'a mis en contact avec d'autres parents sur un groupe Facebook qui ont aussi des enfants qui ont le KBG. Il y a même des personnes dans le groupe qui ont aussi le syndrome KBG. Donc, dans le fond, c'est une atteinte au niveau d'un gène. Là, je ne te dirais pas le terme, le mot médical, là, on s'en fout. Non, c'est ça. Mais c'est sur un des gènes, il y a une malformation. Et pour Laurence, c'est ce qu'on appelle de novo. Ça veut dire que moi, je n'étais pas porteuse de ce gène-là et mon conjoint n'était pas porteur. Donc, elle, c'est vraiment une erreur à la conception. Par contre, les personnes qui sont porteurs, comme là, Laurence, maintenant, elle est porteur de ce gène-là parce qu'elle l'a, elle a le syndrome KBG. Ça veut dire qu'il y a 50 de chances qu'elle le transmette à ses enfants. C'est tout un spectre. Hein? Moi, j'ai parlé avec plein de parents. Ça varie de handicap sévère, déficience intellectuelle sévère. Nous, je te dirais qu'on est vraiment dans le spectre léger. Tu sais, Laurence a une déficience intellectuelle légère, des retards légers. Tu sais. Elle suit la courbe, elle continue de grandir malgré qu'elle est dans le 2e percentile, mais
sais, slowly but surely, comme on dit, là, tu sais, lentement hein? mais sûrement. Mais c'est sûr qu'il y a plein de sphères de sa vie qui ont été affectées. Donc, sa vision, sa surdité, sa motricité, son système immunitaire. Quand elle est malade, elle, ça peut durer de 2 à 3 semaines. Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est une enfant remplie de détermination, elle est persévérante. Puis comme je le dis dans le documentaire, on a vu 18 spécialistes là, au cours de ses premières années de vie, puis tout le monde me disait, si toutes nos patientes étaient comme Laurence, on serait choyés. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle... Parce que ma fille est résiliente, je veux dire, elle pleurait jamais, elle se laissait, tu sais, taponner, piquer, toucher, tu sais, elle rouspétait pas, elle se débattait jamais, elle acceptait les traitements qu'on lui offrait. Elle souffrait, mais en silence. Tu sais, je l'ai vu des fois faire des tests là, que moi, là, après ça, il fallait que je me mette les lunettes de soleil dans l'auto puis que je pleure en silence parce qu'elle avait tellement souffert, mais tout ce que tu voyais, c'était les larmes sur les joues de ma fille. Tu sais, pas de... Elle se débattait pas, elle criait pas. Fait que je me disais, oh mon Dieu, c'est... Est-ce qu'elle le sait qu'elle a ce diagnostic-là? Elle le sait parce qu'on lui en parle ouvertement. OK. Mais pour moi, c'est important que ça ne devienne pas une étiquette. Laurence, c'est pas l'enfant KBG. L'enfant, Non. c'est Laurence C'est Laurence. qui a plein de talent, qui a plein de détermination, qui est souriante. Puis le KBG, c'est ça qui va expliquer pourquoi qu'elle a une surdité. C'est ça qui fait en sorte que c'est plus difficile pour toi à l'école, Laurence, c'est à cause du syndrome KBG. Mais ça, pour moi, tu sais, un diagnostic, c'est une étiquette. Tu sais. Puis une étiquette, pour moi, ça va avec des cannes de conserve. L'enfant, au-delà du diagnostic, il y a un potentiel. Puis c'est ça que je travaille fort avec Laurence, son estime de soi, sa confiance en soi, croire en ses capacités. Puis des fois, quand on a des limitations, essayer de les surmonter, mais si on n'est pas capable, c'est correct. Mais on comprend que c'est à cause du syndrome. Est-ce qu'on s'attend qu'elle va avoir une longue vie? Est-ce Oui. que... Oui, parce que elle, comme je disais, il y a d'autres enfants qui ont des malformations cardiaques. Tu sais, dans la vidéo, quand je dis on a vu 18 spécialistes, c'est qu'il y a tellement un spectre vaste du syndrome KBG qu'il faut que tu élimines plein de choses. Est-ce qu'il y a des anomalies cardiaques? Est-ce qu'il y a des anomalies respiratoires? Est-ce qu'il y a... Donc là, on voit plein de spécialistes. Puis là, on élimine des choses. Donc, elle, pas de défi au niveau cardiaque, pas de problème de santé majeur, pas de malformation autre que vraiment des retards moteurs, retards de langage, surdité. Est-ce que pour toi, est-ce que tu as vécu un genre de deuil avec ce diagnostic? Non, parce que comme en te parlant, là, Ouais. je ne veux pas répondre pour toi, c'est ton expérience, mais j'ai comme l'impression que non. Mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vivent ce genre de deuil. Pourquoi est-ce que tu penses que dans ton cas, t'es comme... Tu grandis avec cette expérience-là plutôt que de vivre un deuil? Bien, tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que mon conjoint, pour lui, ça a été un deuil. Pour lui, ça a été, OK, il faut que je me rende à l'évidence que mon enfant ne sera pas comme les autres. Mais moi, j'arrivais aussi avec un bagage où j'avais travaillé pendant de longues années avec des enfants qui avaient des besoins spéciaux. Et moi, à la base, avant même d'avoir des enfants, je savais que c'était pas quelque chose qui me dérangeait. Quand moi, j'ai appris le diagnostic, ça a été un soulagement, même au point où j'ai dit à la généticienne, je pense que je vais aller m'acheter une bouteille de champagne. Parce que une fois que tu as une réponse, là, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Toutes les portes auxquelles je cognais avant, puis ils me disaient, on ne peut pas, madame, il n'y a pas de diagnostic. Ah, il faut attendre d'avoir un diagnostic pour avoir nos services. Oui, je le sais, mais là, ma fille est en attente. Ah, bien, quand vous aurez le diagnostic, vous nous rappellerez. On peut vous mettre sur une liste d'attente. Donc, pour moi, c'est comme, enfin, il y a un mot, on le sait. Là, je peux rappeler tout le monde où je suis sur une liste d'attente, dire, j'ai un diagnostic, là, on peut savoir des services. Ça on peut fait quoi, les services? C'est quel genre de service? Puis ça fait quoi pour sa qualité de vie, pour votre qualité de vie? Tu sais, les services au public. Par exemple, comme tout évalué au niveau de être référé en cardiologie, en pneumologie, être référé à des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des orthophonistes, des consultants surdité. Là, j'en oublie là, au fil des années 18. parce que... Ça. Mais tu sais, les services d'inclusion pour jeunes enfants qui ont appuyé mon enfant au centre éducatif, ça prenait un diagnostic à l'époque. Là, ils ont changé un peu leur modèle, mais à ce moment-là, ça prenait un diagnostic pour que mon enfant ait des suivis. Donc, tout ce qui implique un suivi ou des rendez-vous, ça demandait une référence. Puis pour une référence, il fallait que tu aies un diagnostic. Donc, comment est-ce que Laurence et son frère... C'est quoi la dynamique? Puis son frère, j'imagine qu'il n'y a pas un diagnostic comme non, Laurence. puis lui, il en est profondément triste parce que ma fille va dans une école spécialisée. Je peux le nommer parce que
C'est le consortium Centre Jules Léger. C'est pas loin d'ici, justement. Oui, C'est oui. une école pour enfants qui ont une surdité. Puis c'est une école extraordinaire. Puis mon fils se compare beaucoup à sa sœur. Puis là, il voit comment c'est extraordinaire, cette école-là. Là. Donc, même au début de l'année scolaire, il est allé voir le directeur d'école, puis il a dit, j'ai une demande. J'aimerais ça que les frères et les sœurs des enfants sourds puissent venir à l'école. Puis quand Laurence a commencé à l'école, puis elle nous racontait tout ce qu'elle faisait, Xavier dit, bien, moi, je fais pas ça à l'école. Moi, je fais pas ça à l'école. Puis Quel ton type, école, quel tu type de choses que... Bien, ils ont une cafétéria, puis là, ils font des spectacles de Noël, puis ils font des activités, des sorties. Puis, tu sais, ils ont un plus petit groupe aussi, là, mais c'est différent. Puis là, à un moment donné, Xavier me dit, « Ah, maman, j'entends pas bien, j'entends pas bien. » Fait que là, mais là, j'avais des contacts en audiologie, donc j'ai décidé d'appeler mes contacts, de dire, « Écoute, pourrais-tu le voir? Parce que là, s'il y a une surdité chez Laurence, il faut vérifier. » Oui. Puis elle a dit, écoute, Julie, il n'y en a pas, là. Elle dit, j'ai tout fait les tests, je te garantis, il n'y a aucune surdité. Donc, j'ai annoncé à mon fils dans l'auto, écoute, vous savez, tu n'as pas de surdité, là. Il s'est mis à pleurer, là. Mais moi, je vais être sourd, puis je vais avoir des appareils comme Laurence, puis moi, je veux des appareils rouges comme Spider-Man, puis je vais être à l'école Jules Léger, puis je vais être comme ma sœur. Donc, tu sais, pour lui, c'est comme, c'est bien, tu sais. Mais il la défend beaucoup, tu sais, Laurence. Des fois, tu sais, comme Laurence, je me rappelle une fois, on était dans l'auto, c'était l'hiver, elle avait sa tuque, puis elle n'entendait pas bien, puis là, je conduisais, fait que je ne pouvais pas signer, je ne pouvais pas faire la LSQ. Puis là, je parlais à Laurence, puis elle ne m'entendait pas, puis à un moment donné, c'est mon fils qui s'est fâché. Il a dit, maman, Laurence, elle n'entend pas, elle est sourde. Fait que, tu sais, il devient comme un peu un ambassadeur pour elle. Donc, c'est très bénéfique pour les enfants qui sont dits neurotypiques, de grandir avec des enfants qui ne le sont pas, parce que ça l'amène une ouverture, une sensibilité, ça les amène à devenir des ambassadeurs. Puis, tu sais, quand on ne sera plus là, papa et maman, on ne sera plus là, il va rester Xavier, puis Xavier, ça va être son allié à Laurence. Alors, c'est important, tu sais. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant cette expérience-là? Ah, juste comment c'est difficile d'avoir accès à des services, là. Comme c'est difficile, vraiment, là. Il y a des listes d'attente partout. Puis, il faut vraiment être fort comme parent pour faire face à des professionnels qui ne te croient pas. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Quand je poussais pour dire, il y a quelque chose, il faut faire des tests. Non, non, madame, revenez dans 6 mois. Non, non, madame, non, non. Mais à un moment donné, c'est que tu le sais comme parent. Tu as ton intuition de parent. Puis il y a très peu de personnes qui écoutent l'intuition du parent. Il faut toujours que tu sois, excuse-moi l'expression, backé d'un professionnel. Et moi, j'ai fait ça. J'ai trouvé une pédiatre développementale de l'hôpital Montfort qui nous suit depuis que Laurence est tout petite. Puis elle, c'est mon ambassadeur numéro 1. Quand j'ai besoin d'une référence en quelque chose, elle me dit, OK, Julie, je t'appuie, on y va. Puis là, elle pousse, elle ouvre des portes. Parce que comme parent, tu ne peux pas ouvrir des portes seul. Il faut que tu t'entoures de professionnels qui vont croire en ce que toi, tu crois, puis qui vont t'encourager dans ce sens-là, parce que même l'orthophoniste, à un moment donné, elle m'a aidé dans certains dossiers pour faire avancer des choses, parce que... Ils connaissent comment naviguer le système. Ils savent comment naviguer le système, puis comme parent, même comme moi qui arrive du domaine, puis qui connais pas mal de choses dans le domaine, ça, je n'étais pas préparée à ça. Pas l'aspect médical. Non, l'aspect médical. C'est ça. Puis comment certains professionnels, je ne dis pas tout le monde, mais certains professionnels traitent les parents comme si on connaissait rien puis qu'on savait rien. Tu sais, des fois, moi, ça me tentait de plugger mon titre, tu sais. Ben oui. Ou d'envoyer un courriel de mon courriel professionnel pour qu'il voit tout mon... Tu sais, comme je ne suis pas une nounoune, là, je sais de quoi je parle. Là. Je te dis que mon enfant, il faut qu'elle se fasse évaluer pour ça. Alors, je te demande de le faire, s'il te plaît. Comme... Mais non, il fallait toujours que je passe par un autre professionnel pour faire pousser ça. Puis, je finissais par le faire, mais tu es épuisé, honnêtement. Puis, tu sais, à un moment donné, tu as un autre enfant, tu retournes travailler. Puis ça prend beaucoup de place dans ta vie. Puis souvent, j'ai dit, une chance que moi, j'ai une flexibilité d'horaire dans mon travail. Tu sais, je peux faire mon propre horaire. Puis, tu sais, moi, je suis pas mal, tu sais, autonome dans mon travail. Puis je suis capable de travailler jusqu'à minuit le soir pour pouvoir aller à un rendez-vous avec ma fille, tu sais, comme à 8 heures le lendemain matin. Tu sais, je peux faire de la correction toute la fin de semaine pour m'acheter un peu de temps le lundi matin pour aller faire un suivi avec ma fille. Mais si j'avais pas cet emploi-là, il aurait fallu que j'arrête de travailler. Parce que c'est trop prenant. T'sais, je veux dire, dès qu'elle tombe malade, c'est des 2 semaines, des fois. L'année passée, dans le temps de Noël, ça a été 3 semaines à la maison.
malade. Les 18 spécialistes, il faut que tu les places dans ton calendrier, là, puis tu as un autre enfant aussi. Là, C'est prenant au niveau de ton horaire, mais ça doit être Oui. prenant au niveau émotionnel aussi. Oui, bien, définitivement. Surtout quand c'est des rendez-vous le fun, dans le sens c'est des rendez-vous de suivi où il n'y aura pas de test, ça va bien. Mais je me rappelle en urologie, là, Laurence, là, s'il fallait qu'il rentre un cathéter là, dans l'urètre, là, puis écoute, là, je la voyais souffrir. Là. C'est ces tests-là là, que je revenais avec mes lunettes de soleil, puis je pleurais ma vie dans l'auto, puis j'étais comme, je suis plus capable de voir ça, tu sais. C'est arrivé où j'ai dit à mon chum, toi, vas-y, moi, j'en peux plus. Je peux plus voir ça. Là. J'ai besoin que toi, tu prennes congé pour y aller. Moi, j'ai plus envie de revivre ce test-là avec elle. Ça me bouleverse, tu sais. C'est plein de petites choses comme ça, tu sais, les MRI, il faut qu'elle passe, puis là, ils viennent pas te chercher dans la salle d'attente avant qu'elle se réveille. Puis là, bien, quand elle est réveillée, il est trop tard, elle est en panique, elle te cherche, tu sais. C'est toutes des choses comme ça, tu te dis, hé là là, mais on le fait pour une bonne raison. C'est des choses qu'on pourrait prévenir, oui, dans le ça. fond. Pendant la pandémie, comment ça a été, ça? Parce qu'on parle de la moitié de sa vie, la pandémie, là. Oui. Comme si Quasiment. quasiment, là. Quasiment. Comment avez-vous vécu ça? Surtout fragilité au niveau du système immunitaire. Nous, ça a été accès un aux cadeau services. parce que Ah, pendant OK. 2 ans, ils n'ont pas été malades. Laurence n'a pas été malade du tout parce qu'on ne sortait pas. Moi, je veux dire, j'allais faire l'épicerie, j'amenais mes sacs réutilisables, j'utilisais même pas le chariot, puis je courais là, dans l'épicerie, là, puis je prenais juste ce qu'on avait besoin. Puis non, ça a été un cadeau de la vie. Puis c'est sûr que là, quand on est retourné dans le vrai monde, on a fait comme « Ah non, ça va recommencer ». Mais moi, je me rappelle, avant qu'on tombe en pandémie, c'était rendu que j'appelais à des endroits pour essayer d'avoir de l'appui à la maison parce qu'à un moment donné, là, on avait épuisé tous nos congés, tu sais. Mon conjoint, il avait épuisé tous ses congés, il ne pouvait plus s'absenter. Là, moi aussi, ça commençait à exagérer. Là. On n'était pas à distance à ce moment-là, il fallait que je sois en présentiel, en salle de classe puis au bureau. Fait que on n'avait pas cette option-là de travailler de la maison. Alors, là, à un moment donné, tu n'es jamais là, tu sais. Tu as besoin d'aide. Fait que, tu sais, quand c'est arrivé, on a comme fait « Ah, enfin, on peut respirer ». Comme on n'a plus besoin de se stresser. Tu sais, si elle est malade, elle peut atchoumer sur le divan, puis moi, je suis là en arrière de mon ordinateur, puis tu sais, je suis correcte, je suis juste à côté d'elle, tu sais, puis elle est moins malade souvent parce qu'elle est moins en contact avec les autres, tu sais. Oui. Non, ça a été un cadeau de la vie un peu. Et pour le futur, Oui. est-ce qu'il y a des choses qui te font peur, que tu anticipes, ou est-ce que tu as vraiment une perspective positive? J'ai une perspective positive parce que moi, je vais au-delà de son diagnostic, puis je la vois comme personne. Tu sais, elle est forte, elle ne se laisse pas piler sur les pieds, elle ne se laisse pas intimider par personne, elle répond, des fois, elle répond. Tu sais, comme, OK, je le sais, là, OK, madame, c'est beau, tu sais, comme, elle donne l'attitude, tu sais, elle est fonceuse, puis elle va faire ce qu'elle aime, elle a plein de passion, elle a plein de créativité. Puis moi, je crois vraiment que quand t'es parent, peu importe c'est qui ton enfant, ton rôle, c'est de lui donner des ailes pour qu'éventuellement, il vole de ses propres ailes. Alors, c'est ça que je fais avec mes 2 enfants. Tu sais, puis c'est ça qu'on fait comme parents. On leur donne des outils, puis éventuellement, ils vont s'en servir. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je pense qu'elle va trouver sa niche, comme on dit. Elle va trouver sa voie, puis elle va aller dans ce sens-là. Et pour toi, dans cette expérience-là, tu vois quoi? Bien, c'est sûr que quand tu passes toutes ces années-là à t'investir auprès de ton enfant, il y a de la fierté, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'inquiétude de l'avoir quitté la maison. Ça, pour moi, c'est pas un moment auquel je veux réfléchir. Puis là, quand les gens m'en parlent, je me fais à la conversation. C'est pas tout de suite. Non, je veux pas ça, mais ça, un jour, ça va venir, l'autonomie en appartement, tout ça. Puis, en tout cas, moi, je me dis, on dealera avec ça quand on se rendra là. Mais c'est sûr que comme parent, ce lâcher-prise-là va promettre un petit peu plus difficile avec ma fille qu'avec mon gars. Quelle sagesse. Merci. Merci à Julie toi, Benoît, Nathalie. d'avoir été là. Merci. Merci aussi à David et Marcel Brault pour leur contribution à l'émission. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant autant que moi. La semaine prochaine, on va recevoir Alain Miguelez de la CCN. Ça va être à ne pas manquer. Bonne semaine, Ottawa. Je t'aime. Ciao!